C'est exactement ça le but de cette conférence, c'est de partager, de partager, de partager. Alors, merci d'être venu. Nous sommes le VITIB, un projet qui a énormément de tentacules. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'incubation. Ça veut dire que nous n'allons pas parler d'autres choses, de bien d'autres choses qui font la réalité, en fait, qui font même le cœur de métier du VITIB. Alors, je commence par vous dire sur quoi cette conférence ne portera pas. Mais vous allez comprendre, c'est ma manière de vous en parler tout à l'heure, référé d'Abidjan. Alors, revenons donc à ce dont nous allons parler. Bien sûr, l'incubation. L'incubation rime avec success stories, c'est-à-dire avec ces entreprises qui démarrent et qui un jour font gros, touchent le jackpot. Comment est-ce que ça se fait? Quel est le parcours de combattant de l'incubateur en tant que tel? L'incubateur commence d'abord par avoir une certaine formation, une formation de base assez solide. Et j'insiste sur le mot formation de base. Parce que vous voyez, moi j'ai eu en tout cas la chance de finir ma maîtrise ici à l'université de Cocody, c'était dans les années 1990, c'était juste avant la première année blanche. C'est-à-dire qu'on est les derniers à avoir connu une année normale qui commence en septembre et puis qui finit en juin, sans grève, sans quoi que ce soit. Et ça, je vais vous dire, ça a été une bénédiction. De se retrouver à l'étranger un jour et d'avoir derrière nous cette formation-là d'ici à la fac. C'est vrai, on était à la fac de sciences et technologies. Nos rivaux, c'était les gens de l'INSET, à l'époque on les appelait, aujourd'hui c'est l'INPHP. Nous, on était les premiers qui, ici à la fac, ont touché un ordinateur. Parce qu'il y avait un cours d'informatique qui se donnait dans le temps, mais ils ne voyaient jamais un ordinateur. Mais nous, on avait ce petit ordinateur que vous voyez à l'écran. C'est un Thomson. On a appris à programmer en basique là-dessus. Chaque ligne de code sautait de 10 en 10 en 10. C'était vraiment les vieux Thomson TO5 ou TO7, je ne sais pas. Alors, ça, vraiment, s'il y a une chose dont je suis particulièrement fier, c'est cette formation de base ici. Parce que quand je me suis retrouvé au Canada, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, pour entrer dans le programme de master en électronique industrielle, on me dit, pour que tu commences, on n'est pas sûr si ta formation à Abidjan est assez bonne. Alors, il faut que tu nous fasses 4 cours et que ces 4 cours, il faut que tu aies une moyenne de B pour que tu sois admis au programme de master. Je dis OK. Alors, on me met dans ces 4 cours. Les 4 cours, je les avais déjà tous fait à Abidjan. Et très bien fait. Honnêtement, je me suis tourné les pauses tout le temps. Et vous voyez, quel que soit même par la suite de mon PhD en télécommunication, j'ai toujours pu m'appuyer sur cette formation de base là, qui est solide. J'insiste sur la formation de base parce que même dans le système nord-américain, vous auriez fait un master ou un PhD, on va toujours vous dire où est-ce que vous avez fait votre diplôme d'ingénieur, votre bachelor, le premier diplôme d'ingénieur que vous avez fait, il a une valeur que les autres n'auront pas. Vous voyez, là-bas, ils ont cette fierté de dire je suis sorti de telle école d'ingénieur. Et puis même au Canada, en tout cas, ils ont cette tradition de vous mettre une bague au doigt, au petit doigt, si vous êtes passé si vous avez eu officiellement le diplôme de bachelor. Si vous ne l'avez pas eu et que vous êtes devenu par après PhD quoi que ce soit, vous ne faites pas partie de l'ordre des ingénieurs parce que vous n'êtes pas sorti de l'école d'ingénieur. C'est ça la formation de base. Et ça, vraiment, ça sert parce que où est-ce que j'ai pu passer? Vraiment, j'ai pu m'enorgueillir en tout cas de cette formation de base ici en Côte d'Ivoire. Et il en est de même pour l'entrepreneur. L'entrepreneur s'appuie d'abord et avant tout sur sa formation de base, qu'il provient de l'ESCA, l'INPHP, lycée scientifique, Université Félix Houphouët-Boigny, d'autres grandes écoles. C'est vraiment cette base-là. C'est là-bas que vous avez appris à faire les 2 capis, comme on disait dans le temps. C'est là-bas que vous avez appris à bosser jusqu'à 2 h du matin, nuit après nuit. Et c'est ça qui fait que quand vous allez devenir entrepreneur et que vous allez avoir besoin de rédiger votre business plan, vous allez trouver en vous l'énergie de dormir à 2 h du matin. Parce que c'est sur les bancs d'université que ça s'est passé. Si vous vous posez la question, c'est vraiment là la base. C'est là que tout cela commence. Alors, ensuite, on a eu une bonne formation de base, mais la deuxième formation, notre deuxième université, c'est quoi? C'est l'emploi. On se retrouve employé de quelqu'un. Il faut profiter des opportunités du moment. Quand on se cherche un emploi, les premiers emplois en tout cas, vont définir quel sera le projet d'entrepreneur que vous allez faire plus tard. Il n'y a aucun doute là-dessus. D'abord, votre formation de base, mais ensuite, qu'est-ce qui a suivi par après?
Moi, j'ai fini mon PhD en 99, c'était juste avant ce qu'on appelait l'éclatement de la bulle. Hein, parce qu'au moment où je finissais, mon Dieu, les entreprises de technologie, ça pullulait partout. Les offres d'emploi, il y en avait en masse. J'ai un ami qui n'est pas encore rentré, il est aux États-Unis. Lui, on a fait Polytechnique ensemble, et dites-vous bien que il a reçu une invitation d'une entreprise à Hawaï pour aller faire son entrevue d'emploi. C'est-à-dire qu'on lui a acheté un billet d'avion Montréal-Honolulu, une semaine d'hôtel vue sur la plage pour l'entrevue. À cette époque, c'était ça. Tu finissais et tu te tournais les pouces. Il y avait ce qu'on appelait les chasseurs de tête qui te courent par terre, partout et qui veulent absolument avoir la perle rare parce qu'il y avait trop de demandes d'emploi. Un an plus tard, tout ça c'est fini. Hein. Ça a éclaté, les startups sont tombés, ça a été l'hécatombe partout. Donc on a un peu profité de cela. Je ne suis pas allé à Hawaï, malheureusement. Je ne suis pas allé à Hawaï, je suis resté dans le froid canadien. Alors, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut profiter de ces instants-là. Si vous avez une formation de base qui est en demande, mais il faut en profiter, en abuser sur le faux, il n'y a aucune honte à le faire. Parce qu'une fois que vous êtes en emploi, c'est votre deuxième université, l'employeur. C'est celui c'est là-bas que vous allez apprendre des choses beaucoup plus pratiques. Beaucoup plus pratiques. Il faut sans cesse accepter les nouveaux défis. Je me suis retrouvé, moi, concepteur de microprocesseurs dans une compagnie qui s'appelle General Corporation. Elle fabrique des microprocesseurs audio qui font le traitement du son dans les prothèses auditives. J'en ai fait 4 ou 5 ou 6. C'est devenu un peu la routine. Je me suis dit, ben, je vais revenir à mes vieux amours. C'est la conception d'algorithmes de traitement de son. Quand on prend le signal qui est échantillonné, après le convertisseur analogique numérique, comment est-ce qu'on le manipule, les sons, les filtres et blablabla, ce genre de choses, c'est des défis comme ça qui arrivent. Il faut accepter en milieu de travail de se donner des défis, de les accepter, parce que c'est ça qui va vous préparer à lancer votre projet plus tard. D'accepter des défis, d'aller vers des choses que vous ne savez pas. Je suis arrivé moi à cet emploi, je ne pouvais pas du tout me considérer comme un programmeur en tant que tel. À part des petits programmes, des petits projets à écrire en Pascal quand j'étais à la fac ici, je n'ai jamais vraiment programmé quoi que ce soit. Mais du jour au lendemain, en concevant des microprocesseurs, un jour je me suis dit, mais je sais programmer dans certains langages comme MATLAB et autres, mais je vais le faire en assembleur. Alors je me suis mis à développer cette expertise dans ma boîte, à écrire, à convertir les programmes de traitement de son en langage assembleur. Alors là, c'était vraiment du machine, quoi. Prendre le registre A, mettre dans le registre A, envoie dans le multiplieur ceci, multiplie les 16 bits de A. De penser à être autre chose que l'employé de quelqu'un. Alors, encore une fois, je reviens sur mon histoire personnelle. J'étais dans une boîte qui fabriquait des circuits, des microprocesseurs pour le traitement de son dans les prothèses auditives. Et moi, j'arrêtais pas d'avoir des idées de choses qu'on pourrait faire avec notre technologie. J'étais dans une boîte qui, depuis 25 ans, était assise et régnait en maître sur le monde de la prothèse auditive. Une prothèse auditive sur 2 venait de nos laboratoires. Alors, elle n'avait pratiquement aucun concurrent. Alors, il y a une routine qui s'installait tous les jours. Et moi, je n'arrêtais pas d'avoir des idées de ce qu'on pourrait faire avec notre technologie, mais qu'on ne fait pas. Alors, je vais rencontrer mes patrons de l'époque, qui était mon vice-président, mais qui après est devenu mon partenaire d'affaires, puisqu'on a créé une entreprise ensemble. Et je lui dis ceci. L'autre circuit, qu'est-ce qu'il fait? Il prend du son, il l'amplifie, il le tourne un peu, il le traite, et ensuite il le joue d'un petit speaker qui lui est collé au tympan. C'est ce que ça fait. Et c'est essentiellement ça, une prothèse auditive. Mais moi, je connais beaucoup d'appareils qui fonctionnent sur ce même principe. Et on peut aller attaquer de nouveaux marchés avec ceci. Alors, la première idée que je mets sur la table, c'est de dire, on va faire un stéthoscope électronique. Vous savez, le stéthoscope, c'est ce que les médecins portent pour regarder vos battements de cœur. Mais il y en a qui sont électroniques, qui prennent des piles, qui sont 30 fois plus forts que le stéthoscope acoustique normal, et qui permettent de faire un tas de choses. Avec un programme, il calcule les battements du cœur, et ainsi de suite. Il sert vraiment à des chirurgiens spécialisés. Alors, je présente cette idée, bien sûr, à mon boss, qui me dit « Oh, bon, je regarde ton idée, ça a l'air intéressant, mais j'ai vu l'étude que tu as fait commander là-dessus, mais on me dit que dans le monde entier, on ne vend que 25 000 stéthoscopes électroniques par an, c'est pas costaud pour nous, on cherche des chiffres plus grands que ça.
Bref, il me dit non, on n'est pas intéressé. Mais la réalité, c'est que 6 mois après qu'il m'ait dit on n'est pas intéressé par ce projet, un de nos concurrents qui s'appelle AMI Semiconductor sort un prototype de quoi? Stéthoscope électronique. Tiens. Et là, je vois maintenant, c'est la folie furieuse au sein de ma boîte. On se dit, mais on aurait dû écouter Philippe Pongo, voilà, voilà. Mais trop tard, le concurrent a déjà pris le dessus sur ce marché. Il propose déjà ces circuits déjà montés pour quiconque veut fabriquer des stéthoscopes électroniques. Ok, soit. Deuxième idée, je dis, mais on fait du traitement de son dans l'oreille. On pourrait s'en servir aussi dans ce genre de pédales pour guitare électrique. Vous savez, moi, je suis musicien, je joue de la guitare. Et chez moi, j'ai tout un tas de pédales pour faire différents effets. Hein. Wah-wah, flanger, c'est des effets de son qui traitent le son, qui donnent une coloration à la guitare et tout ça. Je dis, notre circuit, il est tout petit, il peut faire exactement ce boulot-là. Vous me donnez ça, j'écris les programmes qui traitent le son de la guitare et tout cela. Je lui montre ça, encore le même, il me dit, c'est intéressant, mais vraiment, on n'a jamais fait ça, on n'est pas très intéressant, on n'est pas trop chaud à l'idée. Alors il me dit non. Sauf que 6 mois plus tard, il y a une compagnie à Boston qui s'appelle Fishman. Fishman, c'est des géants des électroniques que vous trouvez à l'intérieur des guitares acoustiques, qui vient voir qui? Ils viennent nous voir pour dire, je veux votre circuit dans mon produit. Et je me retrouve à faire le boulot pour ce client Fishman, alors que j'avais eu l'idée en premier lieu. On aurait pu le faire pour nous-mêmes et le vendre à beaucoup plus de clients que Fishman. Mais voilà, l'idée n'a pas fructifié à l'intérieur de la boîte où j'étais. Ensuite, je reviens encore à la charge. Je dis, mais voilà, je suis capable, en tout cas avec ce circuit, d'écrire toutes sortes de programmes qui servent à faire du traitement de son, des effets de son, dans les microphones, dans les instruments, dans un tas de choses. On me dit non, on n'est pas intéressé. 6 mois plus tard, c'est Yamaha qui vient, ils ont un violon silencieux, Silent Valley, ok? On met un casque là-dessus et puis vous pouvez jouer du violon dans votre chambre, personne ne l'entend, à part vous seul. Et ça a besoin d'un tas d'effets à l'intérieur, de créer artificiellement de la réverbération, ce genre de choses. J'avais dit qu'on pouvait le faire, mais c'est Yamaha qui vient nous voir pour dire, voilà, votre circuit là, il me semble qu'il est capable de faire ça, pouvez-vous le faire pour nous? Alors, quand vous êtes dans un milieu et qu'à plusieurs reprises, vous n'arrêtez pas d'avoir des idées et que votre boss vous dit non, je ne suis pas intéressé, non, c'est pas bien, non, ça veut dire qu'il est peut-être temps pour vous de voler de vos propres ailes. Parce que la morale de cette histoire, c'est quoi? C'est qu'une idée, même innovante, peut ne pas être bonne pour une grande boîte, mais elle peut être très intéressante pour le petit entrepreneur que vous êtes. Quand une grande boîte dit ce marché-là, il ne m'intéresse pas, ça veut dire qu'il ne les intéresse pas, mais chacun sa petite part du gâteau. 50 millions, 100 millions par an pour certaines boîtes, ça ne veut rien dire, c'est juste la petite ligne de budget pour le cocktail pour recevoir leurs amis ou le carburant des directeurs et tout ça. Mais pour un individu, une petite équipe de 2-3 personnes, c'est un bon chiffre d'affaires. C'est un bon chiffre d'affaires. Alors quand vous n'arrêtez pas d'avoir des idées, il est peut-être temps de vous fermer la bouche la prochaine fois que vous avez une idée et voler de vos propres ailes. Et c'est exactement ce que moi je me suis dit. Je me suis dit, la prochaine fois que j'ai une idée, ils n'en entendront pas parler. Et je rentrerai chez moi dans mon labo, je vais dormir à 3h du matin tous les soirs. Le lendemain, j'arrive tranquillement au boulot, je fais mon petit boulot qu'on me demande de faire. Mais un de ces cas, je vais aller frapper à la porte d'une banque, je me dis, voilà, je suis prêt. Ok? Et c'est un peu ce qui s'est passé parce que pour se lancer, lorsqu'on décide de se lancer, ça c'est un message que je pense que je vais vraiment partager avec mes concitoyens. Il faut savoir qu'on n'est pas obligé de tout faire tout seul. Il faut savoir s'associer. Il faut bien s'associer. Ici, on est très protecteur de l'idée qu'on a. Mais peut-être à vouloir trop protéger l'idée du business qu'on a, finalement, on finit par s'endormir avec un beau business plan, mais qui reste dans les tiroirs. Dans mon cas, il se trouve que régulièrement, mon rôle dans la boîte, c'était aussi d'interagir avec des professeurs d'université qui, eux, enregistraient beaucoup de brevets, dont un en particulier qui portait sur une nouvelle technique d'amplification de son dans les prothèses auditives. C'était l'université McMaster à Hamilton, près d'où j'habitais. Et
voilà ce que j'ai fait. Je suis allé les voir, je dis, bon, voilà, vous avez quelque chose de très intéressant. Je pense que je peux prendre ça et puis je peux l'amener alors là dans des niveaux stratosphériques. Il faut savoir se vendre. Ok, qu'on peut faire ensemble. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Moi, plus l'université, on s'est mis ensemble, on a créé une entreprise qui s'appelait Case Medical. Ok. Alors, mais dans toute association, il est important de savoir qui apporte quoi. Vous êtes l'entrepreneur, vous apportez quoi exactement? Et l'autre associé, il apporte quoi? Et ce qu'on apporte, ce n'est pas toujours de l'argent. Ce n'est pas toujours de l'argent. Il faut bien comprendre ça. Parce que vous voyez cette union de moi, Philippe Pongo, l'ingénieur, le chercheur, qui sait faire ceci, qui sait faire cela, avec l'université qui a un brevet et tout ça. Quand vous faites la somme de tout ça, ça donne quoi? Ça donne une entreprise qui a un produit, mais qui n'a pas d'argent. Elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de réseau, elle n'est pas connue, elle n'a pas encore de crédibilité, elle n'a même pas un produit véritablement. Parce que tout ce qu'elle a dans sa main, c'est un brevet d'invention. Un brevet d'invention est loin d'être un produit. Il y a tout un processus pour l'amener du brevet au prototype, au produit, à la première version, et ensuite maintenant d'un produit qui se distribue avec des clients bien calés. Alors, vous comprenez qu'il a fallu aller chercher autre chose que nous deux. Et c'est autre chose dans mon cas particulier, je suis retourné voir mon propre employeur. C'est-à-dire que quand j'ai eu l'idée, je ne suis pas allé voir l'employeur parce que 3 fois il m'a dit non. Je suis allé copier d'abord le deal avec l'université, je l'avais dans la main, je savais que mon employeur ne pouvait plus me passer dans le dos pour l'avoir. Et seulement à ce moment-là, je suis retourné voir mon employeur qui dit, mais il fallait vous parler de ça. Je dis, ben voilà, je vous en parle aujourd'hui. Et voilà l'employeur qui a financé le business. Et voilà. Alors, en sachant s'associer véritablement, on réussit à monter quelque chose. Mais c'est tout un art de savoir mesurer les apports des uns et des autres. J'ai eu vraiment l'honneur de faire partie du jury de CGCI Academy, où on a évalué une trentaine de projets. Et je me rappelle d'un projet en particulier, il y a un qui est venu, parce qu'ils avaient 4 minutes pour nous convaincre. Ils arrivent, non, 7 minutes. Ils arrivaient dans la salle, les jeunes, avec leur projet, et ils parlent pendant 4 minutes, ensuite pendant 3 minutes, c'est question, et ils doivent nous répondre, ils doivent nous convaincre. Et on se fait notre impression vraiment comme ça. Alors, il y a un qui arrive, on dit, bon, toi tu attends quoi? Il dit, non, moi c'est pas l'argent que je vais chercher. Ah bon, ok, c'est pas l'argent que tu vas chercher. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Il dit, non, lui, son projet là, il sait qu'il faut qu'il parle à tel ministre pour que ça passe. Ok? Il veut quelqu'un qui le dépose dans le bureau de ce ministre. C'est tout ce qu'il est venu chercher. Mais on rit, mais il a peut-être bien évalué sa chose. Parce qu'il n'a pas besoin d'argent. Il sait que vous le déposez devant cette personnalité, il va obtenir ce qu'il veut. Alors moi, j'ai renchéri avec la question suivante. Je dis, bon, si moi je te garantis que demain, tu es dans le bureau de ce ministre, tu es prêt à me donner combien de pourcents de ton entreprise? Mais malheureusement, le temps est écoulé, et c'est écoulé, je n'ai pas pu avoir la réponse. Mais cette petite anecdote, ça reflète effectivement la capacité à savoir quelle est la valeur de ceux qui vous approchent. Il y en a qui vont vous approcher pour vous offrir tout simplement du service. Autour de vous, ça va être des avocats, des maisons de communication, des maisons qui veulent vous aider à écrire votre business plan. Elle, c'est un service direct, je travaille pour vous me payez, point final. Mais au-delà de ce premier cercle, les investisseurs, il y en a qui ne vont pas forcément investir de l'argent. Il y a des fois, un bon conseil, ça vaut quelque chose. Il faut savoir s'associer avec des mentors, des coachs qui vont vous donner le bon conseil, le conseil qu'il faut, qui va vous faire décoller. C'est un peu ça l'incubateur du VT, parce que je vais finalement vous deviner, je vais y arriver. Alors, vous voyez donc, lorsqu'on a réussi à faire tout ça, à créer autour de soi l'équipe, les partenaires, un tout petit peu du financement, qu'est-ce qui arrive? On commence à rêver. On commence à rêver encore. On rêve d'abord tout petit, après on rêve encore plus gros, et après on rêve encore plus gros. On se dit, voilà la route toute tracée, je suis le nouveau Einstein du coin, mon produit va décoller, ça va faire ça, mon business plan est parfait, il est clair. Mais la réalité, c'est que la réalité des fois, elle est tout autre. Et tout autre. On perd un marché,
on brûle trop rapidement les fonds qui ont été mis à notre disposition. C'est ça la réalité. Alors, comment s'assurer d'une courbe qui soit la moins dommageable et la plus appropriée pour l'énergie qu'on déploie dans le projet? C'est cet accompagnement-là. Ce n'est pas toujours de l'argent, du financement qu'on recherche. Des fois, on a besoin de conseils et encore de conseils. La solution à tout cela, pour avoir la courbe la plus parfaite. Chaque fois quand je vois cette slide qui est la solution, ça me fait penser au slogan de campagne de quelqu'un. Mais la solution, dans le cadre de notre présentation, c'est quoi? C'est incuber son entreprise dans les meilleures conditions, dans les bonnes conditions, et les mettre dans les mains de professionnels. Et dans notre cas aujourd'hui, il s'agit de l'incubateur du VitiVersa. Nous avons créé un espace que nous avons aménagé, qui est vraiment là et qui est prêt à accueillir ces premiers projets. Audio Jungle.